Échec au plan 3. Nouvelle de Stéphane Voul. L'engin flottait dans l'espace. Depuis 2 jours déjà, il tournait autour de la planète 3. Elle roulait sous lui, énorme et verdâtre, enrobée de flocons de vapeur qui de si haut ressemblaient à des moisissures. De sa cabine de commandement, l'exécuteur du plan 3 observait cette boule fantastique, but du grand voyage. La tête de côté, il avait enfoncé son œil mobile dans le tube écran et il regardait sans se lasser l'espace promis à sa race guerrière. Il entendit derrière lui un crissement discret. À regret, il sortit son œil du tube et se retourna. « Exécuteur !» dit respectueusement l'officier en lui tendant une plaque. L'exécuteur tendit sa patte rugueuse et saisit l'objet. Il lut. Le rapport de la nurserie annonçait qu'on n'avait plus que 3 jours de sucre pour les larves. L'exécuteur se permit de rêver un instant. Les larves, l'espoir de la race, les futurs citoyens destinés à peupler la planète 3. Une secrète exaltation gonfla l'abdomen annelé de l'exécuteur. Il rendit la plaque à l'officier. « À classer, grinça-t-il. L'officier inclina la tête et sortit à reculons. L'exécuteur toucha 2 contacts avec les antennes. Il parla. « Combien d'inutiles ?»« 3. Exécution immédiate. Pas de sentimentalité. » Tout sujet vieilli ou accidentellement diminué constituait une charge pour les autres et devait disparaître. L'exécuteur lui-même, quand il sentirait baisser ses facultés, remplirait une demande d'examen. Et si les biologistes lui donnaient une cote insuffisante, il devait transmettre ses pouvoirs à l'exécuteur 2 et passer dans la chambre à dite. On fermerait brutalement sur lui l'orifice et quelques secondes plus tard, en sifflant par les tuyaux d'admission, le dit emplirait la chambre d'un nuage blanchâtre, se déposerait en poudre épaisse sur le plancher, et l'exécuteur lui-même, en s'injuriant mentalement, « Inutile, déchet, crève, poids mort », se roulerait dans le dit, le pousserait plus loin dans ses fentes respiratoires et dans sa bouche, pour hâter sa propre mort. Ensuite, le poison, inhibant peu à peu sa chair et ses centres nerveux, détruirait inéluctablement sa vie. Appliquant cette farouche morale d'efficacité, l'exécuteur avait ordonné la destruction immédiate des inutiles. Il n'était pas question d'atterrir sans d'extrêmes précautions, sans mettre toutes les chances du bon côté. Première condition, éliminer les poids morts. Quand la lampe rouge indiquant l'exécution scintilla au-dessus de sa table, le chef fit claquer avec détermination ses mandibules cornées. Il posa ses antennes sur 2 autres contacts. « Prêt tout le monde pour la descente, dit-il. Manœuvre D. » Une crécelle désagréable sonna dans toutes les cabines de l'engin. Des centaines d'individus parcoururent les couloirs à toute vitesse. Pattes cliquetantes sur les planchers métalliques, chacun se rendait à son poste, suivant une manœuvre longuement répétée. Dans la chambre de pilotage, le pilote 1 émit un ordre sec. Les autres lacèrent aussitôt leur ceinture et chacun fixa son attention sur les cadrans. À la nurserie, les biologistes vérifièrent le bon état des alvéoles où reposaient les larves et recouvrèrent celles-ci d'une toile élastique et résistante, socialement assujettie aux barres de sécurité. « Dans 10 secondes, dit la voix de l'exécuteur, trou dans le champ de gravitation. Attention, pilote. 4, 3, 2, 1, lâchez !» L'engin plongea comme une pierre vers l'énorme planète. À l'intérieur, le silence était seulement troublé par un sifflement continu, presque inaudible. Toutes les cellules de l'astronef offraient l'image de la mort. Chacun gardait une immobilité absolue. Soudain, l'engin vibra de toutes parts, le sifflement s'amplifia et une chaleur atroce envahit la chambre de pilotage. Les abdomens se gonflèrent un peu plus vite sous l'effet de la suffocation. « Frein !» dit la voix grinçante de l'exécuteur. Sur un petit geste du pilote 2, de violentes secousses ébranlèrent la machine, s'espacèrent, disparurent. Stratosphère franchie, cap AX-7. 3 experts entouraient l'exécuteur. Celui-ci contemplait d'immenses étendues glauques à la surface de la planète. « De l'eau, d'immenses espaces d'eau, dit-il. Qu'en pense l'expert 2 ?» L'expert se frotta plusieurs fois la tête entre ses pattes antérieures. Il réfléchissait. Enfin, il parla. À première vue, circonstances défavorables au développement de la race. À la réflexion, gros avantages.
Cette planète 3 est très humide, beaucoup plus humide que la nôtre. Mais cette eau n'existe pas partout. Il en émerge d'immenses îles à la forte humidité, où toute vie doit prospérer plus qu'ailleurs. Nous le saurons bientôt, ajouta-t-il en désignant une masse confuse à l'horizon. L'engin survola la terre ferme, d'immenses forêts de végétaux bizarres, touffes de longues tiges vertes et flexibles ondulant au vent. « Pouvons-nous atterrir ici ?» demanda l'exécuteur. « Qu'en pense l'expert 1 ?» Celui-ci frotta ses élytres avec un crissement désagréable. À première vue, la consistance de ces végétaux ne paraît pas devoir s'opposer à un atterrissage convenable. Mais nous ignorons tout de cette planète. Je propose de chercher un terrain plat et nu. Tenez, comme celui-ci. L'engin se dirigeait vers une vaste clairière rectangulaire, divisée en losanges rouges, bandes jaunes et triangles bleus. « Étrange, dit l'expert 3 en roulant de part et d'autre ses yeux à facettes. Cette clairière immense a des contours réguliers, voulus. Elle est l'œuvre d'une race pensante, je ne dis pas intelligente. » L'exécuteur prit la parole, tendu. « Pensez-vous que cette race puisse opposer une résistance sérieuse à la nôtre ?» L'expert claqua des mandibules avec mépris. « En aucun cas. Voyez, cette plaine rectangulaire est morcelée à l'infini en lopins de cultures différentes. Nous avons vraisemblablement affaire à une race en partie ou totalement végétarienne. Ces cultivateurs individualistes travaillent chacun sur leur champ personnel. Or, que vaut une race sans discipline? C'est grâce à la discipline que notre peuple a vaincu et anéanti tous ceux de planète 4, puis ceux de 2 satellites. Demain, il liquidera cette race végétarienne de la planète 3. L'exécuteur ordonna au pilote d'atterrir dans un champ bleu de forme circulaire. L'engin stoppa, parut rester un instant immobile en plein ciel et se posa juste à l'endroit indiqué. L'exécuteur se détendit un peu, lissa les poils de ses pattes raides, il posa ses antennes sur 2 contacts. Combien d'inutiles! 2 soldats n'ont pas résisté à la chaleur pendant la traversée de la stratosphère. Ils seront rétablis demain. C'est trop long. Envoyez-les à la chambre adite. Il plaça ses antennes sur 2 autres contacts et demanda. Composition d'atmosphère extérieure. Élément faible, 77. Élément fort, 23. Élément nocif, trace. L'exécuteur inclina une antenne vers l'expert 2. Vous avez entendu? 23 est une très grosse quantité d'éléments forts. Quelles peuvent en être les conséquences sur la race? Au début, légère euphorie. Au bout de quelques jours, bien-être, toute faculté développée. À la longue, action très bénéfique. Aucun danger? J'ai d'abord besoin de voir la composition exacte dans son détail, à cause des éléments nocifs. Sur un ordre, on apporta une plaque où étaient consignés les chiffres de l'analyse atmosphérique. L'expert vérifia le bien-fondé de ses hypothèses et releva la tête. Aucun danger. La race s'épanouira encore mieux ici que sur la planète 4. L'exécuteur scruta l'étendue. L'immense rectangle cultivé était morcelé en champs de teintes diverses. À l'horizon, la plaine était barrée de tous côtés par la ligne nette de la forêt de tiges vertes. « Race arriérée » grommela l'exécuteur. Il ordonna. « Ouvrez le sas. Formation 7. » 4 panneaux s'escamotèrent sur les flancs de l'astronef. 4 colonnes de soldats sortirent en étoiles et rayonnèrent autour de l'engin à travers champs. Quand la tête de chaque colonne fut à 3000 pas de l'astronef, le premier soldat de chaque colonne s'arrêta, tandis que les autres effectuaient un quart de tour à droite. Et les colonnes pivotèrent lentement autour du premier soldat, ratissant la campagne sur un espace circulaire de 2000 pas de diamètre autour de l'engin, sans d'ailleurs rencontrer âme qui vive. Lorsque l'exécuteur fut rassuré par le cordon de sécurité, il fit signe aux experts de le suivre dehors. Ils firent quelques pas dans les champs. Les plantes étaient alignées en rang serré par touffes équidistantes. L'expert s'approcha d'une touffe. « C'est bizarre, dit-il. Ces plantes paraissent mortes. Ou plutôt, non. » Il en arracha quelques brins laineux. « Elles sont teintées par quelque chose. Je vais voir au laboratoire. » À cet instant, une ombre immense survola rapidement la plaine et disparut. « Qu'était-ce » interrogea l'exécuteur. L'expert 1 leva la tête vers le ciel et réfléchit. Cette planète est humide. Les grosses quantités de vapeur d'eau contenues dans l'atmosphère s'amassent en nuages et font écran à la lumière de l'astre brûlant. Je n'ai pas eu le temps de voir ce qui a produit cette ombre, mais je pense qu'un nuage... Voyez, il désignait une multitude de petits points blancs qui tombaient vers le sol.
Tout le monde leva la tête. Peut-être faudrait-il... Eh bien, parlez, fit l'exécuteur. Quelle est cette chose qui tombe du ciel? Oh, c'est vraisemblablement un phénomène atmosphérique fréquent sur cette planète. Cela renforce mon hypothèse de tout à l'heure. Le nuage dont nous avons vu l'ombre s'est condensé en partie et a lâché sur nous de l'eau cristallisée, en termes scientifiques, de la neige. Elle sera sur nous dans un instant. Danger? Je ne pense pas, exécuteur. Peut-être serons-nous un peu mouillés. Attendons de voir de plus près. Mais je crois... La poudre blanche descendait toujours. Les premiers flocons touchèrent le sol et les épaules des soldats immobiles. Puis elle arriva par paquets. L'expert eut un sursaut. Mais l'exécuteur se précipita vers lui et lui planta ses griffes dans les épaules. Vous sentez cette odeur, expert 1? Vous appelez ça de l'eau congelée? De la neige? Déchet que vous êtes, nuisible, c'est du dit. L'exécuteur, à bout de colère, trancha net le cou gracile de l'expert d'un coup de mandibule. Puis il cria à tous les autres tandis qu'une véritable tempête de poudre blanche tournoyait autour d'eux. « Fuyez tous, c'est du dit. Vous m'entendez? C'est du dit. » Comme en rêve, il vit se disloquer les colonnes de soldats. Ceux-ci coururent de tous côtés, en grimpant les uns sur les autres. L'exécuteur se sentit suffoqué. Il souffla une bulle de salive et trébucha sur ses pattes. Il voulut courir et tomba sur le dos. Il commençait à souffrir. Le poison lui brûlait les bronches. Étendu, il eut un spasme. Ses yeux tombèrent sur la silhouette de l'astronef debout dans la tempête. « Les larves !» pensa-t-il. « Perdus ! Ils ont oublié de fermer le sas !» Puis la souffrance submergea ses pensées. « Jean-Pierre, où es-tu » cria la grosse dame par la fenêtre de la cuisine. « Dans le jardin » répondit une petite voix. « Viens goûter, il est l'heure. »« Oui, maman. » Le petit garçon arriva, l'air tout excité. Il portait une longue boîte jaune à la main. « Que faisais-tu » lui demanda sa mère. « Tu sais, le vieux tapis que tu m'as donné pour jouer, le vieux tapis rouge et bleu, avec des bandes jaunes. Il était plein de drôles de puces. Alors je l'ai saupoudré de DDT. Elles sont toutes mortes, les puces. »